Quand on connaît très bien, voire trop bien une région, comment la redécouvrir? Laurent Gélin et Jean-Arnaud Derens, spécialistes des Balkans, ont choisi de prendre la mer, direction les Balkans justement, puis le Caucase. Ils nous racontent cette épopée dans ce livre, Là où se mêlent les eaux, paru aux éditions La Découverte. Bonsoir Jean-Arnaud Derens. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes journaliste, notamment au Courrier des Balkans. On peut aussi vous lire dans d'autres journaux comme Le Monde diplomatique, au hasard. Alors vous êtes un fin spécialiste, je le rappelle, des Balkans, mais vous avez décidé de le découvrir autrement via la mer. Vous avez pris le large à bord du voilier le Vetton. Alors pourquoi ? Pourquoi ça allait changer votre regard sur cette région? Alors effectivement, je crois, je ne sais pas si je suis un fin spécialiste, mais c'est vrai que je fréquente les Balkans depuis longtemps. Et c'est important, quand on est journaliste, quand on est lié à une région d'une manière générale, d'essayer de changer le regard que l'on peut porter sur elle, de casser les habitudes que l'on peut avoir pour se donner le temps de la découverte. Et pour ça, la mer, la navigation au rythme d'un voilier, c'est quelque chose d'extrêmement privilégié parce qu'on a du temps, on se donne du temps, on prend du temps. Et forcément, quand on prend du temps, le regard que l'on porte sur les choses change immanquablement. Et puis soi-même, quand on arrive dans un port, même un port qu'on connaît bien, on n'est pas d'abord un journaliste, on est d'abord un marin, on doit d'abord gérer des problèmes logistiques. Où est-ce qu'on va accoster? Est-ce qu'on pourra mettre le bateau à cet endroit-là ou à un autre? Et ça crée des liens, j'imagine, différents, non, avec les gens que vous rencontrez? Ça crée des liens, ça crée un type de contact totalement différent, puisqu'on est d'abord marin, pour le coup, avant d'être journaliste, avant d'arriver, de commencer à poser des questions comme le font tous les journalistes. Donc c'était ça ce qu'on voulait, c'était changer notre manière de fréquenter cette région, changer notre regard, dans l'espoir que la mer et les vents marins nous lavent un petit peu le regard. Alors vous avez pris le temps, 4 mois de traversée. Alors il y a une première étape, une de vos premières étapes, c'est donc en Italie, dans un port, à Crotone. Et là, il y a une rencontre avec des réfugiés. Parce que ce qui est frappant, on va y revenir, mais c'est que vraiment, la migration, elle est constante dans ce livre. Il y a des rencontres, les migrants d'hier et d'aujourd'hui. Alors déjà, rappelez-nous cette étape italienne. Pourquoi ? Ça, tout simplement, il se trouvait que le bateau était en Tunisie, donc on est parti de Monastir pour remonter jusqu'à Venise et entreprendre ensuite la redescente de la mer Adriatique. Et donc, partant de Monastir, notre première étape était Crotone, où il y avait quelques raisons qui nous poussaient à aller à Crotone, dans le sud de la Calabre. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est quand on a accosté dans le port de Crotone, c'était au milieu de la nuit, à 3 ou 4 heures du matin, juste à côté de notre bateau, il y avait un vieux cargo qui était là, à moitié incendié, tombant un petit peu en ruine. Et au matin, quand on s'est réveillés nous-mêmes, on a vu des silhouettes descendre de ce bateau. Et ce vieux cargo abandonné était squatté par des réfugiés, des migrants, des Afghans principalement. Et là, bien sûr, sur un port, on se dit bonjour, c'est la moindre des choses. Et ces Afghans étaient très, très heureux de nous inviter à monter à bord. On a donc échangé, bu des jus de fruits avec eux et discuté sur ce qu'ils vivaient. Et effectivement, ce voyage que nous avons fait il y a déjà quelques années, comme vous le disiez, les réfugiés, les migrants, ils ont été omniprésents. Et nous n'étions pas particulièrement partis à leur recherche. C'est eux qui se sont imposés à nous, parce que nous avons fait ce voyage en Méditerranée, en Adriatique, en mer Noire, qui était un voyage choisi, un voyage, j'ai pas envie de dire d'agrément, parce qu'on bossait, on faisait des articles, des reportages, on préparait ce livre. Donc c'était pas tout à fait des vacances, c'était quand même un voyage de travail, un petit peu dur parfois, mais enfin c'était un voyage choisi. Or la grande majorité des gens qui ont navigué en Méditerranée depuis des millénaires, depuis que les hommes naviguent, n'ont pas navigué par choix. La grande majorité des voyages, ça a été des voyages contraints de gens obligés de fuir par la guerre, par la misère ou d'autres raisons. Ça c'est vrai depuis que les hommes naviguent, depuis des milliers d'années, et c'est malheureusement toujours plus vrai aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a parfois des migrants qui sont très bien acceptés dans les montagnes, dans les villages qui sont désertés. Vous le rappelez là aussi, c'est assez surprenant, des rencontres que vous faites où finalement ces migrants sont acceptés parce qu'il n'y a plus personne. Bien sûr, alors là justement à Crotone, notre but de départ était de monter dans un village où vivent des Arborèches. Les Arborèches, c'est des Albanais qui ont fui la conquête ottomane des Balkans au XVIe siècle et qui se sont installés en Italie du Sud. Donc on voulait aller dans un de ces villages, en l'occurrence à Carfiz, ou Carfizi en italien.
Et ce petit village, où il y a peut-être aujourd'hui quelques centaines d'habitants permanents, c'est un village dont les gens sont massivement partis pour des raisons économiques, pour aller travailler dans le nord de l'Italie ou en Allemagne. Donc le village est aujourd'hui largement dépeuplé, il y a surtout des personnes âgées, et le village accueille des centaines de réfugiés, somaliens, afghans ou autres, et ces gens qui arrivent sont perçus comme une bonne nouvelle pour le village, comme un sang neuf, mais c'est aussi bien sûr un dialogue entre des gens qui ont profondément ancré dans leur culture le fait qu'ils sont des enfants de réfugiés, que leurs ancêtres, même si c'était il y a 5 siècles, ont dû fuir une occupation, une conquête qui ne leur plaisait pas. Et donc ces gens, ces arborèges du sud de l'Italie, estiment qu'il est normal pour eux d'accueillir des personnes qui aujourd'hui fuient d'autres conflits. Alors, les migrations, vous le dites, sont constantes dans ce livre. Vous allez nous emmener aussi en Albanie. Alors là, c'est aussi pas un prétexte, mais vous nous rappelez toute l'histoire de cette région. On sent l'ombre de Tito pour l'ex-Yougoslavie, pour l'Albanie d'Enver Hoxha. C'était important aussi de nous rappeler le contexte et de voir comment aujourd'hui ces populations vivent. Bon, alors peut-être qu'on a une petite forme de déformation. Laurent, de formation, est géographe. Moi, je suis historien. Donc, c'est vrai que toujours, même en faisant notre travail de journaliste, on aime bien toujours tous les deux essayer de creuser, de voir quelle histoire se cache sous la première histoire que l'on voit. Et pour cela, les Balkans, c'est une région fabuleuse. Dès qu'on croit avoir compris quelque chose, dès qu'on pousse une porte, on constate qu'au fond de la pièce, il y a encore une autre porte, il y a encore une autre couche de l'histoire qu'il faut essayer de comprendre, qu'il faut découvrir. C'est ça qui rend cette région extrêmement passionnante et qui fait qu'on ne s'y ennuie jamais, je pense, quand on y vit ou qu'on y travaille. Et là, dans le livre, bien sûr, l'histoire était très importante parce que nous, on arrivait avec notre bateau, on rencontrait des gens, donc on essaie de raconter ça, ces rencontres humaines, ces moments partagés, mais c'est aussi toujours essayer de comprendre comment ces gens avec qui on a pu partager un moment, un repas, un verre ou que sais-je, sont aussi les porteurs de fragments, de bribes d'histoire qu'on a trop souvent tendance à ignorer. Oui, et puis on découvre tout simplement l'existence de peuples comme les Amshon, les Tcherkesses de la mer Noire. Alors rappelez-nous qui sont ces peuples. C'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas forcément connus du grand public. Alors les Tcherkesses, par exemple, pour parler d'eux, c'est un peuple du Caucase, un peuple qui parle autochtone du Caucase, qui parle une langue donc extrêmement compliquée, pas du tout indo-européenne, une langue avec beaucoup de sons consonantiques, enfin c'est une langue très très particulière. Mais les Tcherkesses, eux, ont été très largement massacrés ou contraints à l'exil lors de la conquête russe du Caucase dans la seconde moitié du 19e siècle. Ces Tcherkesses, beaucoup d'entre eux se sont enfuis vers l'Empire ottoman. Donc ils ont traversé la mer Noire et on a rencontré des Tcherkesses, par exemple à Samsun, qui est un grand port de la mer Noire, où on a été accueillis par les associations tcherkesses qui essaient de conserver le souvenir de ce pays des origines. Et puis après, on est reparti, on a continué notre voyage et on est arrivé dans un petit sujet de la Fédération de Russie, la République autonome des Adyguées. C'est un petit territoire sur le piémont nord, disons, du Grand Caucase, où le peuple éponyme de la République, c'est un peuple tcherkesse. Mais avec en plus une particularité, c'est que dans cette République des Adyguées, on est un petit peu quand même, comment dire, dans un coin un petit peu perdu de la carte, et je comprendrais bien que les auditeurs ne situent pas ça immédiatement. Mais parfois, on a un peu l'impression que c'est Tintin, enfin, limite, c'est-à-dire, en plus, quand on voit tous les points sur la carte, vous êtes allé sur tous ces points-là et vous faites des rencontres parfois étonnantes, souvent surprenantes. Et là, dans cette République, on savait que étaient revenus vivre là des Tcherkesses qui avaient fui vers l'Empire ottoman et qui s'étaient retrouvés jusqu'au Kosovo. Donc on est arrivé il y a quelques années dans ce trou perdu de la Fédération de Russie, dans un village de Tcherkesses étant revenus il y a 20 ans du Kosovo, et on est arrivé, on a frappé à la porte des gens, on parle bien le serbe tous les deux, mieux que le russe, donc on a dit Dobar dan, bonjour, comme on dit en serbo-croate, et aussitôt on a commencé à parler avec ces gens que nous ne connaissions pas, des cousins restés dans leur village, parce que le monde est tout petit, même dans un trou perdu du fin fond de la Fédération de Russie, et on voulait aussi en faire la preuve, le sentir physiquement en faisant cette navigation. Alors vous êtes allé très loin dans ce périple quand même, puisque jusqu'au Caucase, jusqu'au Danube. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de francophones? À un moment, en Grèce, vous rencontrez justement une sous-préfète qui parle français. Est-ce que ça reste quand même francophone ou pas du tout?
Alors je crois que malheureusement la francophonie régresse, ça, tout le monde le sait bien. Elle survit auprès de gens qui sont... On a rencontré bien sûr des... Alors là oui, je pense que vous faisiez référence à une sous-préfète d'une île, de l'île de Chios en Grèce, qui parle très bien français pour le coup. Mais il y a aussi, on a croisé bien sûr des profs de lettres, et puis il y a aussi des profs de français, je vais dire, et puis il y a aussi ces références culturelles qui existent toujours, d'ailleurs peut-être beaucoup dans ce qu'on appelait l'Europe de l'Est autrefois, mais j'ai deux personnages qui me viennent en tête dans les rencontres fortes de ce livre. L'un, c'est un ami journaliste à Ulcinj, dans le sud du Monténégro, Mustafa, et puis l'autre, c'est un militant des droits de l'homme, perdu au fin fond de la Géorgie, pas loin des frontières de l'Abkhazie, donc dans une région qui est également assez compliquée. Et tous les deux, comme référence, nous chantaient Joe Dassin, parce qu'effectivement, ça reste, notamment en Europe de l'Est, quelque chose qui est présent. Je crois que cette francophonie, même si elle est pas bien en point, tout le monde le sait très bien, elle existe encore et elle gagnerait sûrement à être un peu plus soutenue. Merci encore une fois, Jean-Arnaud Derrins, d'être venu sur le plateau de 64 minutes, là où se mêlent les eaux. Voilà, c'est un parcours très, très varié, dans des endroits qu'on connaît mal. Donc voilà, c'était passionnant. Merci, cette édition La Découverte.